Bonjour à tous, merci de nous suivre sur la chaîne YouTube de Bellastock. Aujourd'hui, on va parler d'un partenariat qu'on a fait pour l'année 2021 sur le festival S'implanter au Cap. Le Cap, c'est une école d'architecture qui porte sur l'expérimentation échelle 1. Et dans ce cadre-là, on a proposé de faire 3 festivals sur le site pour lancer le travail et commencer à faire rayonner le lieu et commencer à l'utiliser. On a cherché un réseau de partenaires qui pouvaient suivre le projet. Comme dans le cadre de cette rénovation, puisque le Cap, on a une ancienne maison de bonne sœur avec 11 hectares de bois, il y a une rénovation qui va avoir lieu sur place. On se pose déjà la question de quel type d'énergie utiliser pour une école qui parle et qui traite de la transition écologique. Et donc, on s'est naturellement rapproché de GRDF pour envisager la question du gaz vert, qui pourrait être une énergie qu'on utilise pour le Cap, entre autres, puisqu'on va aussi aller voir d'autres types d'énergie en parallèle. Mais on pense que c'est important de réfléchir sur cette question-là pour faire tourner cette école et pour qu'il y ait une démarche autour de l'énergie dans ce lieu qui est qui doit faire office de lieu manifeste pour les futurs architectes et futurs urbanistes. Donc, je vais laisser Ayat présenter nos intervenants du jour. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Ayat Alomari et je suis responsable aménagement chez GRDF. Le but est de desservir en gaz toutes les zones d'aménagement, que ce soit des ZAC, des zones d'activité ou même des ensembles type en rue. Je suis accompagnée aujourd'hui de Badia Lalou, qui est ingénieure en efficacité énergétique chez GRDF. Avec sa casquette d'ingénieure, elle vient en appui auprès des collègues pour des questions techniques, mais elle anime aussi un portefeuille de bureaux d'études et vient apporter son expertise sur les projets de construction. Et je suis également accompagnée de Clotilde Darius, qui elle est référente en biométhane sur la plaque Ouest Île-de-France, mais aussi Paris et l'Essonne. Je vous invite à noter vos questions dans la barre de conversation et puis on y répondra à l'issue de cette présentation. Je vais partager l'écran avec la présentation de nos invités. Hop. Je voulais aussi vous spécifier que dans cette présentation sera laissée à l'équipe Bellastock et elle sera également partagée. Vous y trouverez également toutes nos coordonnées, que ce soit mail ou téléphonique. Donc, vous n'hésitez pas. Si vous avez la moindre interrogation qui vous vient un tout petit peu plus tard, on est disposé à y répondre. Qui commence? C'est moi. Eh bien, bonjour à tous, Badia Lalou, merci Ayat pour cette présentation. Juste avant de de dérouler les slides qu'on vous a préparés, deux mots à dire sur justement l'activité d'ingénieur énergétique au sein du marché d'affaires de GRDF. Nous, on rencontre des acteurs de la maîtrise d'œuvre, principalement des bureaux d'études thermiques, mais on est amené aussi à rencontrer des architectes ponctuellement sur certains projets pour justement positionner des solutions gaz pour toutes les productions de chauffage et eau chaude sanitaire sur tout type de projet, que ce soit de la construction neuve, de la réhabilitation lourde ou légère, mais aussi du tertiaire, tout comme du résidentiel. Donc, on est vraiment là en appui sur soit du dimensionnement, soit des questions de réglementation thermique. Donc, voilà un peu notre domaine d'intervention. Maintenant, simplement pour remettre un peu au clair les idées sur qui sommes-nous, GRDF. En quelques mots, donc GRDF, on est le principal gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel en France. On est filiale à 100% du groupe Engie pour tout ce qui est activité de distribution de gaz naturel.
À ce sujet, la CRE, donc la Commission de régulation de l'énergie, surveille et régule notre activité, tout comme nos relations avec le groupe Engie, puisque en tant que distributeur de gaz naturel, on se doit d'être neutre et impartial envers l'ensemble des fournisseurs de gaz naturel présents sur le marché français. En quelques chiffres, le réseau de distribution de gaz naturel en France, donc c'est plus de 200 000 km qui en fait du coup le premier réseau de distribution de gaz naturel en Europe, qui dessert aussi à peu près 11 millions de clients gaz et pour lequel plus d'1 million d'euros sont consacrés tous les jours pour garantir et assurer la sécurité donc de ce réseau. Deux grosses activités en ce moment pour l'entreprise, celle de convertir l'ensemble des compteurs traditionnels vers des compteurs communicants. Donc, la target étant d'atteindre les 11 millions de compteurs communicants en 2022. Pour nous, les compteurs s'appellent Gaspard. Et verdir aussi le réseau avec des objectifs clés, dont 30% de biométhane, qui est le gaz renouvelable, dans les réseaux d'ici 2030. Pour ça, Clotilde vous en parlera beaucoup plus en détail tout à l'heure. Pardon. Donc, simplement pour rappeler encore, pour parler davantage des missions que l'on a en étant gestionnaire du réseau de distribution de gaz en France. Donc, comme je l'ai dit, la principale mission, c'est finalement d'acheminer le gaz en toute impartialité pour le compte de l'ensemble des fournisseurs présents sur le marché. On a aussi pour mission du coup d'assurer un service public qui est celui de distribuer le gaz naturel pour le compte des collectivités en fonction de contrats de concession, puisque pour rappel, les canalisations de gaz n'appartiennent pas à GRDF, elles sont bien propriété des concessions. Des collectivités territoriales, pardon. Et on a aussi, en tant qu'exploitant du réseau de gaz, la mission d'entretenir ce réseau, de garantir la qualité du gaz qui est acheminé, d'assurer la sécurité, mais aussi de faire en sorte qu'il soit performant d'un point de vue économique pour permettre justement au plus grand nombre d'accéder au réseau de gaz naturel. Donc, simplement pour rappeler notre place, nous, dans la chaîne gazière, vous voyez, on vient un peu en aval de cette chaîne-là, puisque, in fine, donc la molécule de gaz, après avoir été extraite des gisements soit terrestres, soit marins, elle est acheminée donc, soit via gazoduc, soit via méthanier, stockée potentiellement dans un des réservoirs souterrains et par la suite transportée, puis distribuée jusqu'au client final avec lequel nous, on a une relation, puisque nous, on raccorde finalement les immeubles et les bâtiments à ce réseau de gaz naturel. On a deux genres d'univers finalement dans la chaîne gazière. On a l'univers régulé auquel nous et aussi GRTGaz appartiennent, et on a l'univers concurrentiel, c'est-à-dire qu'il y a des activités comme notamment la vente du gaz naturel, l'exploration, mais aussi le stockage qui sont soumis à la concurrence. Et voilà, c'était simplement pour vous donner une idée finalement de l'ensemble de la chaîne gazière et où nous on se positionne. Donc c'est majoritairement dans les grandes agglomérations pour distribuer le gaz naturel. N'hésitez pas à couper vos micros si vous pouvez. Merci. Alors aujourd'hui, le gaz qu'on consomme tout un chacun, il est à 99% issu donc de l'étranger, puisque la France importe majoritairement ses besoins donc de gaz naturel. Et contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, le gaz naturel aujourd'hui provient majoritairement d'Europe, comme on le voit hein, sur cette page-là. Il vient plus de 40% de Norvège, plus de 20% aussi de Russie et à peu près 11% provient des Pays-Bas. Donc du coup, c'est un gaz qui est majoritairement européen, qui arrive en France via des gazoducs pour plus de 3/4 des cas, et le restant provient par des bateaux méthaniers. Et
justement, un des avantages du gaz, c'est que c'est une énergie qui peut être stockée. Et aujourd'hui, en France, on a 14 réservoirs souterrains pour justement stocker le gaz et pouvoir répondre à la demande hivernale lorsque le besoin se fait ressentir. Je voulais faire rapidement la promotion de CGBAT, qui est la cellule d'expertise du gaz donc, dans le bâtiment, qui ont un site internet qui est très très bien fait, qui est extrêmement riche en contenu et en informations, qui est accessible à l'ensemble de la filière, hein, que ce soit les architectes, les bureaux d'études, les installateurs et exploitants, qui contient des simulateurs pour des rénovations de chaufferie, des études de faisabilité aussi pour concevoir une chaufferie en fonction de la réglementation gaz en vigueur, mais qui contient aussi beaucoup de questions-réponses à des questions de réglementation gaz que la filière se pose très souvent, avec aussi des revues de l'actualité du monde gazier et aussi des solutions d'efficacité énergétique. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur ce site, il est vraiment très ludique et il y a aussi une hotline avec des experts justement de la réglementation gaz qui peuvent répondre à des questions qui sont intrinsèquement liées à la réglementation gaz, savoir si une canalisation peut passer par telle ou telle zone d'un bâtiment, enfin des questions qui peuvent revenir souvent quand il s'agit de concevoir une chaufferie ou même d'alimenter un bâtiment par exemple avec des chaudières individuelles. Alors, on a actuellement un contexte réglementaire qui est assez riche et assez dense, hein, avec cette nouvelle réglementation environnementale qui va entrer en vigueur donc, dans quelques mois. C'est aussi l'occasion pour nous de rectifier ce qui a été beaucoup dit dans la presse, dans les médias au sujet justement du gaz dans le bâtiment. Ça va peut-être être des rappels pour beaucoup de monde, hein, sur cette RE, des choses que vous connaissez certainement, mais voilà, juste simplement pour rappeler que la réglementation environnementale, donc c'est tout comme la RT 2012 l'a fait, c'est une exigence de performance énergétique, hein. Donc pour rappel, hein, la RE 2020 c'est un niveau encore au-dessus d'un point de vue enveloppe du bâti qui va être optimisé entre 20 et 30% par rapport à un niveau RT 2012 en fonction de la taille du résidentiel. On continue aussi à faire baisser les consommations d'énergie primaire, donc d'environ 20% en résidentiel, mais ce qui est surtout inédit dans cette réglementation, c'est finalement les émissions de gaz à effet de serre qui sont finalement limitées, que ce soit en maison individuelle, mais aussi en résidentiel collectif. Et c'est là un peu où la discussion, les débats se sont élevés sur la place du gaz donc dans ces typologies de bâtiments, puisque aujourd'hui, les consommations d'énergie, enfin, à partir du 1er janvier 2022 plutôt, les consommations d'énergie vont être contraintes par leurs émissions de gaz à effet de serre et on aura un seuil qui sera à 4 kg CO2 par mètre carré par an d'un point de vue donc, émissions de CO2 pour les consommations énergétiques en maison individuelle, ce qui fait que c'est un seuil assez contraignant pour les systèmes énergétiques et c'est là où le gaz effectivement va être fortement contraint. En immeuble, on a eu l'annonce de 2 seuils, un pour janvier 2022, donc en résidentiel collectif qui a 14 kg CO2 par mètre carré par an, et un autre qui va être plus contraignant donc dans à peu près 4 ans, qui est celui de 6,5 kg CO2 par mètre carré par an. En tertiaire, à l'heure actuelle, on n'a pas beaucoup d'informations, mais voilà, on voulait simplement rappeler aussi que, contrairement à ce qui a été dit de partout, il n'y a aucune interdiction de la part de la RE 2020 de recourir à des solutions gaz pour du chauffage ou de l'eau chaude sanitaire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel nous, on voulait vraiment faire un gros rappel. C'est que le vecteur gaz, donc, du coup, sera fortement contraint, mais sans aucune interdiction à y recourir si on arrive à avoir des équipements ou des combinaisons qui respectent ces seuils carbone qui, du coup, effectivement, rendent la vie un peu plus compliquée aux solutions gaz seules dans le bâtiment. On va passer maintenant justement aux solutions de gaz qui sont performantes et qui permettent encore de passer les seuils réglementaires.
et à commencer donc par la chaudière à condensation qui aujourd'hui reste finalement la solution à laquelle tout le monde pense dès qu'il s'agit du gaz, qui est finalement la plus mature et la solution de gaz finalement de référence dans toute typologie de projet. Donc pour rappel, hein, la chaudière à condensation, on la voit à gauche de cette slide-là, donc dans sa version murale, mais aussi dans sa version au sol dans le cas de chaufferie collective. Elle permet donc de produire du chauffage et de l'eau chaude sanitaire à travers une combustion donc, du gaz naturel. Ce qui est inédit dans cette chaudière à condensation, contrairement à la chaudière ancienne génération, c'est que cette fois-ci, on va profiter, on va finalement exploiter l'énergie qui est contenue dans les fumées de combustion et qui va permettre justement d'améliorer le rendement de la chaudière, permettre aussi d'avoir un rendement qui est supérieur à 100%, donc ce qui en fait donc, un équipement assez performant. Et là où par le passé, finalement, cette énergie qui était contenue dans les fumées, elle était simplement évacuée au même titre que tous les autres produits de combustion. Donc, je le disais aujourd'hui, c'est vraiment une solution qui équipe plus de 97% des projets, que ce soit de construction neuve, mais aussi de rénovation, parce que c'est une solution qui est maintenant très bien maîtrisée par la filière d'un point de vue dimensionnement, d'un point de vue installation, d'un point de vue aussi maintenance et exploitation. Elle est déclinée sous plusieurs gammes de puissance. Il y a beaucoup de fabricants qui sont sur le marché et surtout, elle s'adapte bien aussi à tout type d'émetteurs, que ce soit du plancher chauffant, du radiateur eau, du vecteur air. Donc, c'est vraiment une solution qui, finalement, qui est très intéressante d'un point de vue technico et économique et qui permet donc de s'adapter à pas mal de typologies de projets, que ce soit en résidentiel, mais aussi en tertiaire. Et je vous le mets à chaque fois en haut à droite des slides. C'est une solution qui est bien conforme à la RE 2020. Jusqu'en 2025, on peut encore envisager de se chauffer, d'avoir de l'eau chaude sanitaire qui est produite par une chaudière à condensation. Ça, c'est tout à fait possible. Elle passe bien les seuils carbone de cette RE 2020. Maintenant, une autre solution. Juste avant. Maintenant, donc, une autre solution, bien qu'on garde la chaudière à condensation, cette fois-ci, la chaudière à condensation, on va la coupler à un panneau solaire thermique. Pour rappeler rapidement le principe de fonctionnement, on a un panneau solaire thermique qui va récupérer donc, le rayonnement solaire. Il va chauffer un fluide caloporteur, lequel fluide va venir commencer à faire monter la température de l'eau chaude sanitaire dans un ballon. Ici, l'avantage, c'est que déjà, on a une part d'énergie renouvelable. Hein, donc, pour des projets où on a un PLU, où on a un plan climat d'une collectivité qui exige d'avoir une part d'énergie renouvelable pour tout ce qui est sur toute la partie thermique. Là, c'est une solution, c'est une combinaison qui passe très bien, aussi bien la part d'énergie renouvelable, mais aussi donc les seuils de la réglementation 2020 jusqu'en 2025, puisqu'elle va permettre donc de faire monter en température l'eau chaude sanitaire. Et derrière, c'est bien la chaudière qui va venir faire le complément de cette montée en température jusqu'à au-delà de 55 degrés, hein, qui est la température réglementaire pour tuer la légionelle. Donc du coup, c'est une solution assez intéressante qui combine à la fois énergie renouvelable, mais aussi tout le confort et la performance de la chaudière à condensation, et qui va permettre donc de produire de l'eau chaude sanitaire, là où la chaudière, elle va à elle toute seule produire tout le chauffage nécessaire. Donc, ça permet aussi de faire baisser les factures énergétiques, hein, puisque de 40 à 70% des besoins de CS seront couverts par le solaire. C'est une solution qui est elle aussi bien maîtrisée, bien qu'elle n'a pas eu très bonne presse au départ, puisqu'elle était pas très bien maîtrisée par la filière d'un point de vue dimensionnement, d'un point de vue maintenance. Entre-temps, les fabricants ont fait beaucoup d'efforts et aujourd'hui, c'est une combinaison en laquelle GRDF croit beaucoup et qu'on continue à porter auprès de la maîtrise d'œuvre. Alors, cette fois-ci, on va parler d'un produit qu'on connaît bien, mais avec une autre énergie, qui est la pompe à chaleur, cette fois-ci à absorption. On la connaît beaucoup dans sa version électrique, puisque
Elle permet d'avoir une bonne partie d'énergie renouvelable et de récupération. Les gaziers ont aussi la pompe à chaleur, c'est la pompe à chaleur absorption qui fonctionne sur le même principe que la pompe à chaleur électrique, avec un cycle thermodynamique qui vient récupérer les calories soit sur l'air extérieur, soit sur une nappe ou une source souterraine. Et qui permet donc du coup, via un cycle thermodynamique, de chauffer le circuit d'eau et produire de l'eau chaude sanitaire, du chauffage et aussi, si le besoin y est, du froid. Ici, donc, on a, tout comme la version électrique, les deux versions qui existent, l'aérothermique qui est installée en extérieur et qui va venir récupérer les calories de l'air extérieur, et la géothermique qui peut être installée en local technique et qui vient puiser donc, les calories sur soit une nappe souterraine, soit tout simplement sur les profondeurs souterraines. Ici, donc l'avantage, on a déjà un équipement qui est très performant. On peut aller jusqu'à 170% de rendement dans des conditions optimales, ce qui est assez intéressant d'un point de vue performance. Et on a aussi là aussi une solution qui contient en elle-même une part d'énergie renouvelable et qui est conforme à la RE 2020, donc jusqu'en 2025 en logement en résidentiel collectif. Alors maintenant, on va commencer à s'intéresser aux solutions qui vont passer les seuils de 2025, puisque pour rappel, en 2025, on contraint les consommations énergétiques à être en dessous de 6,5 kg CO2 par mètre carré par an. Là, donc, la chaudière toute seule pour faire chauffage et eau chaude sanitaire aura du mal à passer ces seuils-là, et on va devoir s'orienter vers des pistes d'hybridation, ce qu'on appelle l'hybridation, c'est-à-dire d'associer deux énergies via donc deux équipements. Ici, quand on parle de chaudière hybride, vous allez peut-être pouvoir aussi entendre parler de pompe à chaleur hybride. C'est simplement l'association en fait, d'une chaudière à condensation et d'une pompe à chaleur électrique de petite puissance. Les deux il y a une régulation intelligente entre les deux qui permet de faire fonctionner l'équipement en fonction soit de la plage de température extérieure la plus intéressante, puisqu'on sait que la pompe à chaleur électrique est très sensible aux températures extérieures et que quand il commence à faire un peu plus froid, les performances sont un peu moins bonnes. Et là, auquel cas, c'est la chaudière qui prendra le relais pour produire le chauffage et le restant de chaude sanitaire. Là où les températures sont un peu plus clémentes, la pompe à chaleur assurera donc la production de chauffage et la chaudière, elle, s'occupera uniquement de la production de CS. L'idée ici, c'est vraiment de profiter de l'énergie la plus intéressante au moment à l'instant T. Et elle peut être régulée soit en fonction de la température extérieure, soit en fonction du coût d'énergie. On peut décider d'avoir une régulation qui va mettre en marche un équipement par rapport à un autre si, à l'instant T, le coût de l'électricité est plus intéressant, par exemple, que le coût du gaz. Et donc, du coup, on peut là aussi, comme la pompe à chaleur électrique est assez intéressante pour la production de froid, on peut aussi répondre aux besoins de rafraîchissement dans un logement ou dans un bâtiment. Là aussi, une autre hybridation, cette fois-ci, c'est une chaudière à condensation avec un chauffe-eau thermodynamique. En fait, un chauffe-eau thermodynamique, c'est quoi? C'est simplement une pompe à chaleur électrique qui est associée à un ballon de stockage d'eau chaude. En d'autres mots, c'est une pompe à chaleur électrique qui fait que de la production d'eau chaude sanitaire. Là aussi, l'idée, c'est vraiment de faire baisser le contenu carbone des consommations des consommations énergétiques, puisque là, on va avoir une production de CS qui va être majoritairement faite par la pompe à chaleur, par le chauffe-eau thermodynamique. Et comme le contenu carbone de l'électricité est plus bas que celui du gaz naturel, du coup, on peut faire passer, c'est une solution qui peut obéir au seuil carbone à partir de 2025 qui est de 6,5 kg CO2 par mètre carré par an. Donc là aussi, c'est de la régulation intelligente. Lorsqu'il fait plus froid à l'extérieur, c'est la chaudière
qui assure la totalité du chauffage et la production de CS. Lorsque les températures sont un peu plus clémentes, eh c'est le chauffe-eau thermodynamique qui va faire monter en température l'eau chaude pour produire le CS. Là, c'est simplement un récapitulatif de tout ce qui a été dit. En gros, voilà, pour récapituler, à partir de janvier jusqu'en 2025, on retrouvera la chaudière, qu'elle soit collective ou individuelle, dans des produits de construction neuve, dans des projets de construction neuve, puisqu'elle permet bien de respecter les seuils carbone donc en résidentiel collectif. On a aussi la pompe à chaleur absorption et on peut aussi envisager une combinaison chaudière collective plus chauffe-eau solaire collectif. Désolée pour les abréviations, mais j'espère qu'elles sont rappelées peut-être quelque part. Mais en tout cas, voilà, CESC, c'est pour faire référence au chauffe-eau solaire collectif. Donc, à partir de 2025, on l'a dit, faudra d'ici là une stratégie pour justement être conforme à l'Aéro 2020, c'est de s'hybrider avec des solutions électriques, donc soit chaudière gaz plus pompe à chaleur électrique, soit chaudière gaz plus chauffe-eau thermodynamique. Alors, on est en train de travailler activement sur une autre possibilité de répondre au seuil de l'ARE, c'est finalement de garder la chaudière à condensation qu'on connaît bien, qui est bien maîtrisée par l'ensemble de la filière, cette fois-ci en l'alimentant avec une part de biométhane qui est notre gaz renouvelable. Ça reste à l'étude. Pour nous, c'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus intéressant, puisque finalement la filière continue à travailler avec des équipements maîtrisés qui ont fait leurs preuves, mais cette fois-ci alimentés par du biométhane, pourquoi je vous dis ça, parce que aujourd'hui, la réglementation environnementale considère que pour 1 kWh de gaz naturel, 227 grammes de CO2 sont émis. Là où le biométhane, en fait, c'est 5 fois moins d'émissions CO2. C'est pour ça qu'on a tout intérêt à ce que d'ici 2025, là où les seuils carbone seront beaucoup plus bas en collectif, de faire reconnaître le biométhane, puisque le contenu carbone du biométhane est 5 fois moindre que celui du gaz naturel, de par justement son origine renouvelable. Mais c'est pour ça que Clotilde vous en parlera beaucoup mieux. Merci. On va passer à la suite. Clotilde, si tu veux venir. Hop. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans le fil, on essaiera de vous répondre. Hop. Du coup, bonjour à tous. Effectivement, l'idée, c'est, suite à la belle transition, de voir un petit peu sur la partie méthanisation, comment ça se produit, qu'est-ce que ça implique. Donc, effectivement, vous avez vu avant tous les moyens, je dirais, un petit peu aval de verdir ou en tout cas d'optimiser les performances des équipements. L'idée, c'est de voir aussi en amont, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites. Et le principal atout, je dirais, qu'a le gaz, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il est naturel, mais il peut se défossiliser et devenir de plus en plus renouvelable avec ce qu'on appelle communément au sein de la filière la méthanisation. Donc, l'idée, c'est de vous donner un petit peu un aperçu de la méthanisation, qu'est-ce que c'est, comment ça se produit et quelles sont un peu les grands économiques qui sont autour, voir comment ça s'intègre aussi dans des projets de territoire au sens large, notamment recyclage des déchets. Donc, sur la partie biométhane en lui-même, juste pour vous donner le cadre, il y a énormément d'objectifs sur le slide, donc le but, c'est pas que vous les reteniez tous. Je dirais que ce qui est important de retenir, c'est qu'aujourd'hui, le développement du biométhane, c'est une obligation réglementaire. Donc ça, c'est vraiment à garder en tête, c'est-à-dire que le gouvernement a choisi de soutenir cette énergie renouvelable parmi d'autres, parce qu'il y a aussi bien sûr des objectifs sur l'électricité renouvelable ou encore la géothermie. Mais aujourd'hui, on a un vrai objectif de verdir le gaz, on étant la filière au sens large et à la fois les producteurs de gaz, les transporteurs comme nous, GRDF, et les utilisateurs. Donc l'objectif phare, c'est de dire qu'à horizon 2030, il faut que 10% de la consommation de gaz renouvelable soit renouvelable. 10%, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, la consommation de gaz française grosse maille, c'est 460 TWh. 10%, ça veut donc dire qu'on serait à environ 46 TWh de gaz renouvelable. On le verra après, j'ai quelques slides sur la dynamique pour vous donner une idée, mais aujourd'hui, on est à 5 TWh.
gaz renouvelable produit. Donc, vous le voyez, il y a encore beaucoup de choses à faire jusqu'à 2030 pour arriver à ces 10%. Mais heureusement, on va le voir aussi, on a un très beau gisement, on a toute une filière qui est en train de se structurer et qui avance. Donc, il n'y a aucune raison aujourd'hui qu'on ne soit pas au rendez-vous. Et c'est en tout cas ce qu'on vise. Et on vise surtout dès 2023 d'être déjà à 12 TWh produits. Donc, vous voyez, dans 2 ans, d'avoir fait un bond assez important. On est à 5 TWh aujourd'hui, à 12 TWh en 2023. Et aujourd'hui, ces 12 TWh, ils sont contractualisés. Donc, on sait que c'est des projets qui vont sortir, c'est des projets qui vont voir le jour et qui vont venir verdir tous les usages gaz et en tout cas toutes les technologies dont on a parlé juste avant. Donc voilà, il faut vraiment que vous reteniez cet objectif de dire c'est réglementairement une obligation à horizon 2030 de verdir 10% de la consommation de gaz. Et sur base de cette obligation qui est nationale, chaque région s'est saisie du sujet. Pour vous donner un peu la vision Île-de-France, la région Île-de-France a adopté une stratégie énergie-climat, une stratégie méthanisation dès 2020. Et aujourd'hui, elle estime que sa participation aux 10%, ce sera 7 TWh de gaz renouvelable à horizon 2030. Sachant que pour vous donner le ratio, toujours en Île-de-France, aujourd'hui, on a 441 gigawattheures. Donc là aussi, la marche est importante, mais elle est loin d'être irréalisable parce qu'on a encore une fois les équipements et la filière qu'il faut et le gisement pour. Donc justement, pour parler un petit peu gisement et puis comment ça se produit, ce biométhane, pour que vous compreniez un peu, je dirais, la boucle. Et souvent, vous avez peut-être entendu parler de ce terme, on dit que le biométhane, c'est de l'économie circulaire. Donc le schéma, en fait, ça vous résume un petit peu en quoi c'est de l'économie circulaire. Le principe du biométhane, c'est d'utiliser toujours des déchets et des résidus. Donc ça, c'est très important. Les intrants qui sont utilisés dans le biométhane, c'est toujours dans le respect de la hiérarchie des déchets. On ne va pas créer de la matière ou récupérer de la matière qui est destinée parfois à du recyclage, par exemple quand on pense au papier ou au carton, qui est destiné à de l'alimentation quand on pense aux cultures alimentaires, pour les mettre dans un méthaniseur et pour en faire de l'énergie. On n'est pas du tout sur ce modèle-là en France. Il y a des règles qui empêchent ce type de dérive, entre guillemets. C'est vraiment de dire, aujourd'hui, il y a des résidus, il y a des déchets qu'on ne sait pas recycler ou qu'on recycle avec des processus moins performants, quand on pense à l'incinération, quand on pense à l'enfouissement, qui sont aujourd'hui appelés à être réduits en termes de volume. Est-ce que la méthanisation peut être une réponse à la gestion de ces déchets-là ? Donc, en termes de déchets, ce qu'on va viser, c'est globalement tout ce qui est organique sur un territoire. C'est vraiment le mot-clé qu'il faut retenir. Tout ce qui est matière organique peut être méthanisé. Donc, ça va être tout ce qui est résidus de culture, ce qui va rester sur les champs une fois qu'on a fait la récolte à vocation alimentaire. Tout ce qui va être effluent d'élevage, fumier et lisier. Tout ce qui va être aussi déchets d'industrie agroalimentaire, les pâtes à gâteaux, les produits laitiers qui vont être pour des raisons, je dirais, sanitaires retirés du circuit alimentaire. Parce que voilà, il n'y a pas eu de péremption, il n'y a pas eu de respect des règles de réfrigération ou autre. Tout ce qui est aussi nos déchets à nous, biodéchets d'êtres humains, c'est-à-dire tout ce qu'on va, nos déchets de table, une fois qu'on fait à manger, on a toujours des épluchures, on a toujours des papiers et des cartons, tout ce qui est aussi biodéchets des restaurants, au sens large, cantine d'entreprise, restaurant, je dirais, de particulier ou privé. Et il y a aussi tout ce qu'on produit au niveau des stations d'épuration, c'est-à-dire que quand vous faites le processus de traitement de l'eau des stations d'épuration, vous en retirez des boues. L'eau, je dirais, propre et saine repart sur le circuit de l'eau, mais vous retirez cette boue et cette boue-là peut aussi être méthanisée. Donc, globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le gisement, il est énorme et qu'aujourd'hui, on estime qu'avec le gisement actuel, qui est donc déjà produit par nous tous au sens large, activité économique et puis individus, on peut verdir les 100% de la consommation de gaz à horizon 2050, c'est-à-dire que même si on maintenait notre consommation actuelle à 460 TWh, ce qui ne sera pas le cas, on l'a vu, il va falloir quand même optimiser les consommations énergétiques. Le but, ce n'est pas non plus de continuer à consommer comme on le fait aujourd'hui. Mais même si, je dirais, on continue à consommer aujourd'hui, le gisement est tellement important et présent et captable, parce que c'est aussi ça qui joue, qu'on peut verdir 100% de ces 460 TWh à horizon 2050 avec du biométhane et d'autres technologies dont je ne parlerai pas ici, mais dont vous avez peut-être entendu parler, pyrogasification, power to gas, qui consiste à coupler CO2, hydrogène et autres. Donc ça aussi, c'est des apports qu'on pourra avoir ultérieurement et qui sont des formes de gaz renouvelables. Mais le biométhane fait déjà une très belle part de ces 100%. Donc, globalement, vous prenez cette matière organique, vous la mélangez. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout se mélange, sauf les bouts de station d'épuration. Ça, c'est une chaîne de traitement à part. C'est pour des raisons purement réglementaires. C'est des questions sanitaires. Comme il y a des risques de pathogènes, il y a des risques de maladies dans ces types de déchets-là, on ne les mélange pas aux autres. Mais sinon, vous pouvez tout mélanger pour avoir du résidu de culture, de l'effluent d'élevage, un peu d'industrie agroalimentaire. Vous mettez tout ça dans une cuve que nous, on appelle le digesteur.
Globalement, le digesteur, c'est comme l'estomac d'une vache ou d'un ruminant, c'est-à-dire que c'est une cuve qui chauffe à température ambiante, 37-40 degrés, et qui, grâce à cette température-là, va digérer la matière organique. Donc, en fait, ce que vous voyez naturellement, je dirais, dans un compost, là, ça va se faire exactement de la même façon, et ça va se faire dans une cuve fermée, ce qui va permettre de récupérer le gaz qui va être produit, ce que nous, on appelle en fait le biogaz. Et globalement, vous comprenez, c'est le gaz qui est issu de la fermentation des matières organiques, en fait, c'est ce qu'il faut retenir. Et en même temps, on récupère ce qui tombe au fond, c'est-à-dire que bien sûr, il y a une partie de la matière organique qui ne se dégrade pas. Il y a aussi tout ce qui est minéral, azote, phosphore, qui ne va pas pouvoir devenir du gaz. Chimiquement parlant, c'est juste pas possible. Donc en fait, on sort de cette cuve et de ce digesteur un gaz renouvelable qui est le biogaz parce qu'il a été produit à partir de matières recyclées, matières organiques recyclées, et un digestat. Le digestat, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un engrais organique. C'est un engrais qui va être à la fois fertilisant et amendant pour les sols. Donc, il va permettre à la fois de nourrir les plantes avec sa partie minérale et en même temps de nourrir les sols parce qu'il garde toujours une petite part de matière organique et donc il restructure le carbone du sol. Il permet d'avoir une nouvelle culture, il permet d'entretenir les sols au sens large, sol agricole, espace vert aussi. Ça peut être tout à fait des parcs et des forêts. Donc, vous avez ce gaz d'un côté, le biogaz, et de l'autre côté, cet engrais organique, le digestat. Le biogaz, le but, c'est qu'il aille dans le réseau de gaz, comme on vous l'a dit, parce que le but, c'est de verdir la consommation de gaz renouvelable et donc les usages gaz. Pour ça, on le fait passer par une étape qu'on appelle l'épuration. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le biogaz, c'est un gaz qui est composé à peu près à 60% de méthane, 40% de CO2, et le reste, c'est des composés traces. Ça va être de l'H2S, ça va être de l'eau, etc. Le CO2, l'H2S et l'eau, c'est des composants que nous, on ne peut pas accepter sur les réseaux de gaz, parce que les réseaux ne sont pas compatibles avec ces composants-là, les équipements clients non plus. Donc, on les enlève au cours du processus d'épuration, et donc, on augmente, je dirais, la part de gaz entre la biogaz et le biométhane, puisque ce qui sort de l'épurateur, c'est appelé du biométhane. Et c'est là où il est à 97% composé de méthane. Et c'est ce biométhane qui part sur le réseau de gaz, et c'est donc ce biométhane qu'on appelle gaz renouvelable au sein de la filière. Alors peut-être il y a une question que vous posez, je vous donne la réponse tout de suite, c'est qu'est-ce qu'on fait de tous ces composants qu'on a éliminés, parce que ça reste quand même des composants polluants, ou en tout cas susceptibles de polluer. Alors tout ce qui est H2S, tout ce qui est eau, ça va être recyclé, c'est capté par exemple H2S dans des charbons actifs, les charbons actifs sont recyclés dans des filières qui existent déjà pour l'industrie, pour l'automobile, etc. On s'appuie sur des filières existantes. Donc ces composants, l'eau, elle va être aussi recyclée pour d'autres usages. Donc ces composants-là sont recyclés. Le CO2 aujourd'hui, en revanche, est relâché dans l'atmosphère. Alors, ça reste un CO2 biogénique parce qu'il est produit à partir de la dégradation de matières organiques. C'est-à-dire que dans tous les cas, il aurait été produit par la décomposition des matières. Pour autant, aujourd'hui, pour améliorer le bilan CO2 du biométhane, on vise aussi à capter ce CO2. C'est-à-dire que ce CO2 pourrait être récupéré au niveau de l'épurateur parce que c'est un conteneur fermé, donc on peut tout à fait y mettre un tuyau pour récupérer le CO2. Et il pourrait être utilisé, il y a des expérimentations en cours, ça devrait se généraliser à partir de 2025 pour chauffer des serres, pour faire effectivement encore plus de gaz renouvelable en le coupant avec de l'hydrogène, pour alimenter tout ce qui est la branche alimentaire, Coca-Cola, Perrier, pour ne pas les citer, etc. Donc voilà, ce CO2, il pourrait tout à fait être récupéré et la filière a une vraie vocation de s'y mettre pour optimiser encore le bilan carbone et, je dirais, la propreté ou la vertuosité de ce gaz vert. Donc, globalement, ce qu'on vient de voir sur une photo et sur un site donné, ça ressemble à ça. Alors, ça, c'est un site type hors site de station d'épuration, parce que vous avez les bassins d'aération, donc ça se passe un peu différemment. Mais globalement, c'est ce qu'il faut retenir. Vous avez une aire de stockage. Donc là, les cabanes que vous voyez, c'est là où on met les intrants, en fait, qui vont arriver, les cultures, par exemple, effluents d'élevage, tout ce qui va être aussi biodéchets. Donc, c'est stocké. Ça part en fait dans le digesteur. Donc le digesteur, c'est cette cuve que vous voyez là. Donc ça, c'est la fameuse cuve qui chauffe à 37-40 degrés, qui est totalement hermétique et totalement fermée. Donc ça veut dire pas d'odeur et pas de rejet à l'atmosphère de gaz. Et une fois que la digestion s'est faite, la mixture passe dans le post-digesteur. En fait, c'est un second digesteur qui permet d'allonger le temps de fermentation et c'est là qu'on en retire le biogaz pour la partie gaz et l'épuration qui va partir. Alors là, vous ne voyez pas, c'est caché derrière, qui part derrière. Et donc, le biogaz passe par l'épurateur que vous avez juste ici. Et ensuite, il va aller, alors sur ce site, le poste d'injection est un petit peu délocalisé, c'est le petit boîtier orange numéro 7 que vous avez, mais ensuite, il part sur le poste d'injection où là, on contrôle sa qualité, on contrôle aussi, on l'odorise, parce que le gaz n'a pas d'odeur. L'odeur que vous pouvez sentir si vous avez du gaz chez vous, vous connaissez d'œuf pourri, c'est totalement artificiel. Le gaz n'a pas d'odeur, on l'odorise pour la sécurité des clients. Donc tout ça se fait dans le poste d'injection. Et là, ça part dans le réseau de gaz.
L'avantage du biométhane, c'est qu'on n'a pas à changer le réseau de gaz, on n'a pas à changer les équipements clients. Il a exactement les mêmes spécificités que le gaz naturel, donc il n'y a aucun impact en termes de technique et économique pour les clients. Et la forme du toit qui est arrondi, est-ce qu'elle a une raison? Oui, alors en fait, vous ne le voyez pas, mais c'est vrai qu'on devrait faire un schéma pour ça. Il y a 2 bâches, en fait. Donc, il y a la bâche verte que vous voyez qui est extérieure. Et ensuite, il y a la bâche en dessous que vous ne voyez pas, qui est en fait une membrane qui monte et qui descend en fonction du gaz qui est stocké. Donc, en fait, ça permet de faire un stockage tampon du gaz. Alors, c'est stocké honnêtement quelques heures. Il n'y a pas de stockage sur des journées entières pour des raisons aussi de sécurité. Et surtout, ce qu'on nous demande souvent, c'est est-ce que ça peut exploser? Parce que tout de suite, quand on pense au gaz, on pense à explosion. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, sous la bâche, on stocke à quelques millibars, c'est-à-dire à une pression très, très basse, versus le réseau où on va injecter à 4, 10, voire quand vous montez sur les transporteurs, 30 bars. Donc, quand bien même il y aurait un incident, parce que ça peut arriver quand même, ça reste un site industriel, si vous faites craquer une allumette, par exemple, à côté de la bâche, en fait, vous avez l'effet, ça fait pchit, comme quand vous allumez votre gazinière, mais il ne se passe rien. Pas d'explosion possible parce qu'il n'y a pas assez de pression pour exploser. Donc, c'est un stockage tampon, en fait, cette bâche-là. Et il y a une question dans le... Oui, alors sur les photos, alors celle-là, c'est une photo de site réel, hein, du coup, pour le coup. Souvent, en fait, la façon dont ça se passe, c'est que c'est très standardisé, la méthanisation. Aujourd'hui, tous les constructeurs que vous voyez, ça a toujours cette tête. Vous avez toujours cette bâche, vous avez toujours des stockages d'intrants qui ressemblent à ça ou qui sont des casiers ouverts. Donc, en fait, généralement, il n'y a pas forcément d'architectes qui sont impliqués au cours du processus de création parce que les bureaux d'études et les constructeurs ont déjà leur équipement. Par contre, ce qui est recherché, et je pense que là, il peut y avoir un vrai intérêt de votre filière, c'est sur l'intégration paysagère. Est-ce que vous le voyez, c'est quand même un site, celui-ci, qui fait 1 à 2 hectares d'empreinte au sol. Alors là, on le voit, il y a quelques habitations, elles sont assez éloignées, mais parfois, elles sont plus proches quand même. En fait, un site peut s'installer à 100 mètres ou 200 mètres des premières habitations. Donc, c'est assez proche. Donc, maintenant, les habitants demandent souvent d'avoir des arbustes autour, d'avoir peut-être de l'enclavement au niveau du terrain, de prévoir des systèmes qui permettent de rendre les toits effectivement un peu plus discrets. Alors maintenant, on a des bâches grises aussi, ça permet de s'intégrer un peu dans le paysage. Mais effectivement, je pense qu'il y a peut-être un travail à faire avec la filière architecte au sens large pour, je dirais, mieux intégrer. En tout cas, ça, c'est une vraie demande des habitants de dire on est OK pour avoir un site à côté de chez nous, mais quand même, il faut que ça ne se voit pas trop ou que ça soit intégré dans la nature. Mais celle-là, c'est une photo cas réelle. Alors, du coup, juste pour vous donner l'autre échelle, c'est-à-dire que ce que je vous ai montré, ça c'est la méthanisation classique, hein, le site de 1 à 2 hectares. Aujourd'hui, on développe, et c'est assez récent puisque le premier projet sera mis en service que fin 2021 en Île-de-France sur la partie biodéchets, ça sera le premier. On développe aussi des modèles beaucoup plus petits, avec une empreinte au sol de 2500, 3000 m², donc vous voyez, versus 1 ou 2 hectares avant. L'idée, c'est de les mettre dans des milieux urbanisés et c'est surtout de répondre à la thématique gestion des biodéchets. Parce qu'on sait, l'idée, ce n'est pas de transporter les biodéchets sur des kilomètres, c'est d'avoir des aires d'approvisionnement d'une trentaine de kilomètres grand maximum. Donc, pour faire ça, il faut faire tout plus petit et tout plus condensé. Donc, vous voyez, on a des modèles comme ça, plus conteneurs maritimes ou silos. Vous avez aussi le même modèle avec des silos qui montent. Et en fait, la cuve que vous avez vue avant avec le DOM, c'est ce conteneur maritime. Et donc, c'est des casiers pour nous où on rentre les intrants au fur et à mesure. Bien sûr, l'intérêt, c'est qu'on optimise aussi les coûts. Hein. On fait plus petit, donc on fait plus optimisé au niveau des CAPEX. Je vous donnerai des ratios juste après. On traite aussi un peu moins d'intrants. C'est la contrepartie. Mais aujourd'hui, en fait, l'unité que vous avez vue, la première, ça traite à peu près plus de 10 000 tonnes d'intrants par an. Cette unité-là, elle va faire en dessous des 10 000 tonnes, en fait. Donc, c'est aussi en fonction de l'intrant que vous avez, de la place que vous avez pour insérer l'installation, de la volonté que vous avez de traiter aussi le tonnage d'intrants, que vous pouvez choisir l'un ou l'autre des modèles. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a, depuis quelques années, bien adapté la méthanisation aux différents besoins, ruraux, urbains, semi-urbains. Est-ce qu'on pourrait imaginer que ce genre de dispositif pourrait traiter les déchets verts des urbains, quoi, puisque pour l'instant, il y a encore 2/3 de nos poubelles qui sont composées de déchets organiques qu'on pourrait peut-être transformer en gaz qui serait plus vertueux que... Oui, alors aujourd'hui, les déchets verts, c'est un intrant qu'on peut tout à fait utiliser. Par contre, il faut faire attention. Ce qu'on prend en méthanisation, c'est les déchets verts au sens tonte de pelouse. Il ne faut pas qu'il y ait trop de branchage parce qu'en fait, tout ce qui est ligneux, tout ce qui est bois, ça ne se digère pas tout simplement en fait, avec les bactéries. Donc, ça va rentrer dans les pompes, casser les pompes, stopper la méthanisation. Donc, ces déchets verts ligneux, on ne les prend pas. Par contre, tout ce qui est tonte de pelouse, que ce soit espace vert. Alors, si ça n'a pas été composté, on le prend.
D'accord. Par contre, si effectivement il y a déjà eu une phase de compostage, comme il y a déjà eu une phase de dégradation, il n'y a pas d'intérêt à le faire repartir sur une chaîne méthanisation. Par contre, effectivement, avant compostage, et notamment dans l'articulation compostage-méthanisation, parce que c'est parfois des voies qu'on oppose, en réalité, ce n'est pas opposé. Ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est que, on ne traite pas toujours les mêmes intrants. Le compost accueille des déchets verligneux, nous, ce n'est pas le cas en méthanisation, on ne peut pas le faire techniquement parlant. Deuxièmement, le digestat peut être composté avant d'être répandu en tant qu'engrais dans les sols, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien l'amener sur un site de compostage. Ça permet d'équilibrer, justement, donner du structurant au compost, et après, c'est le compost résiduel qui est pendu. Donc, il y a des synergies comme ça qui peuvent tout à fait être faites, et les tailles d'unités, on le voit, ne sont pas les mêmes, donc le compost va pouvoir répondre à des besoins qui ne peuvent pas répondre à la méthanisation, et inversement. Pour vous donner un ratio, pour traiter un site, c'est un ratio qu'on donne souvent, pour traiter 10 000 tonnes d'intrants par an, c'est un peu la taille type des sites de méthanisation, c'est pour ça que je cite beaucoup 10 000 tonnes. Vous avez besoin d'une unité de méthanisation et vous avez besoin de 80 composteurs pour faire l'équivalent en tonnage d'intrants. Donc, 80 composteurs, selon où vous vous trouvez, ce n'est pas toujours facile à implanter. Puis il y a des gestions d'odeur, il y a comme n'importe quel site des nuisances annexes. Donc voilà, il faut savoir bien moduler les deux. Et nous, c'est vraiment ce qu'on pousse auprès des collectivités, c'est de dire toutes les solutions sont bonnes, il faut juste bien les organiser et bien les coordonner pour répondre aux besoins les plus précis. Ouais, parce que ça serait assez dingue d'imaginer qu'un immeuble d'habitation, ces déchets verts sont directement remis dans un endroit où on a un biométhanisateur qui chauffe directement les appartements avec les déchets de... Vous avez de la R&D là-dessus ou... Oui, alors ça se fait. Par contre, aujourd'hui, ce qui se fait, c'est ce qu'on appelle la mini ou même la micro-méthanisation, qui est vraiment à l'échelle d'un quartier ou d'un immeuble. C'est plutôt un quartier quand même pour l'instant, parce qu'il faut une taille minimum. Ça se fait, par contre, souvent, la production, en fait, le biogaz part en production d'électricité et non pas de gaz. Il n'est pas épuré, il part pas en biométhane parce que économiquement, c'est plus intéressant de le faire partir en production d'électricité et d'avoir ce coproduit chaleur qui permet aux chaudes sanitaires et autres. Donc la mini méthanisation vraiment à l'échelle d'un quartier ou d'un logement, ça va plutôt être sur la branche électricité que de la branche gaz, mais c'est effectivement l'expérimentation. Il y en a qui se développent. Après, voilà, la méthanisation, c'est vraiment plus pour répondre à du gros volume d'intrants, de dire comme il y a une généralisation du tri et de la collecte des biodéchets, il va falloir tout récupérer et tout valoriser au mieux. Est-ce qu'avoir une unité peut-être en marge, en périphérie d'une zone urbaine, c'est une option ou pas? Je crois qu'il y a une question sur les bâches résistent aux intempéries. Alors, en fait, c'est des membranes qui sont extrêmement résistantes. C'est des membranes imperméables qui sont extrêmement résistantes. Elles sont, honnêtement, en épaisseur, je ne vais pas vous dire de bêtises, donc je ne vous le dis pas comme ça, je ne dis pas de bêtises, mais c'est très, très résistant. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas les percer, vous pouvez pas, ça résiste gel, grêle, il n'y a aucun souci là-dessus. La principale risque avec la bâche, c'est qu'elle s'enlève plus parce qu'elle est accrochée avec des cordons. Donc voilà, avec le vent, ça peut parfois s'enlever. En réalité, aujourd'hui, on a 280 installations qui tournent, c'est arrivé une fois. Donc a priori, c'est bien ficelé. Et effectivement, c'est une membrane souple qui est faite pour résister. Donc là, je ne reviens pas dessus, mais comme ça, si un jour vous avez besoin de voir plus en détail, c'est un petit peu partie de quels sont tous les intrants qu'on peut méthaniser, mais on les a vus, et quels sont les sites derrière qu'on peut avoir. Comme je vous l'ai dit, tout se mélange, on mélange à des proportions différentes. On va avoir des sites qui sont 100% agricoles, on va avoir des sites qui vont avoir un peu d'agricole, un peu d'industrie agroalimentaire ou de biodéchets. On va avoir des sites dédiés biodéchets urbains. Voilà. Et vous retrouvez un petit peu toutes les typologies de sites, ça vous donne une photo adaptée. Il y a une question qui apparaît. Sont moins importants qu'une utilisation. Oui, alors effectivement, aujourd'hui, quand on compare les rendements, je dirais, cogénération versus méthanisation avec injection, la cogénération, vous êtes effectivement sur un rendement d'à peu près 60% si vous utilisez la chaleur. Si vous n'utilisez pas la chaleur et que vous utilisez effectivement que l'électricité produite, vous tombez à 30%, versus la méthanisation, plus de 90% de rendement quand vous faites de l'injection. En fait, là où c'est plus intéressant, c'est que quand vous allez produire très peu, en fait, de biogaz, parce que vous avez une petite unité, une petite échelle, donc avec peu d'intrants traités, le coût de créer une unité où vous allez rajouter une épuration, rajouter un poste d'injection, parce qu'il va quand même vous falloir un poste, alors ce n'est pas un poste d'injection, le grand casier que je vous ai donné, il va quand même falloir un poste pour à un moment épurer avant d'injecter et odoriser avant d'injecter le gaz. Tous ces équipements complémentaires, en fait, ils vont vous coûter plus cher que juste vous arrêter à la chaîne biogaz et aller injecter parce que vous avez trop peu d'énergie et de volume injecté versus tous les investissements que vous allez faire. Donc, c'est juste un ratio, en fait, volume d'énergie produite versus coût que va vous demander la chaîne de production. Après, voilà, ça peut... Enfin, on a déjà fait de la mini-méthanisation à 2500 m², donc on ne sait pas, demain, peut-être qu'effectivement, on arrivera à optimiser toute la chaîne. Ça paraît quand même plus compliqué sur la partie gaz.
Alors ça, c'est une question qu'on nous pose beaucoup, donc c'est pour ça que je vous l'ai mis. C'est-à-dire, vous avez peut-être d'ailleurs entendu parler dans les articles de presse, on dit que, notamment parce que c'est le cas en Allemagne, on met les cultures à vocation alimentaire dans le méthaniseur. Donc, c'est partiellement vrai, je vais le dire comme ça, et ça, il faut bien le garder en tête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, les agriculteurs, notamment, peuvent utiliser des cultures alimentaires pour le mettre dans le méthaniseur. C'est-à-dire qu'au lieu de le vendre pour l'alimentaire humain ou animal, ils vont le mettre dans leur méthaniseur. En revanche, c'est limité à 15% en tonnage d'intrants par an. Ça, c'est réglementé, c'est suivi. Il y a des sanctions, c'est-à-dire qu'ils perdent leur aide financière s'ils ne respectent pas ce seuil-là. Et le seuil actuel, c'est plutôt 4 à 5% par an. On fait des études tous les ans pour vérifier cette teneur, justement, en culture dédiée. C'est plutôt 4 à 5% par an. Et la tendance gouvernementale et filière, c'est à 2030, 2050, si vraiment on n'est pas au rendez-vous en 2030, de ne plus avoir ce type de culture. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les cultures principales partent vers le méthaniseur quand c'est des besoins de stabilité du site. C'est-à-dire que vous n'allez pas recevoir les déchets de l'industrie agroalimentaire que vous auriez dû recevoir parce qu'il y a eu le Covid et l'industrie n'a pas produit. Vous n'allez pas recevoir le volume de déchets verts attendu parce qu'il y a eu de la pluie ou il y a eu un mauvais ramassage cette année-là et vous n'allez pas avoir suffisamment d'intrants. Vous n'allez pas avoir suffisamment de résidus agricoles parce que vous avez fait une mauvaise saison de récolte. L'idée, c'est de dire que vous pouvez utiliser la culture principale comme substitut parce que si votre méthaniseur, vous ne lui donnez pas tous les jours la même contenance, en fait, il s'arrête de fonctionner. C'est comme un bébé, hein, quand vous changez sa nourriture, vous changez ses substances, il vomit. Et voilà, c'est pareil, le méthaniseur vomit et tout s'arrête pendant 3 mois. Donc, vous avez besoin quand même de maintenir un minimum. Donc, la culture principale, c'est vraiment ça. C'est un backup, c'est un gilet de sauvetage, entre guillemets, si vous n'avez pas les intrants prioritaires que vous devez utiliser. Par contre, ce qu'on peut utiliser aujourd'hui, pour la différence avec l'Allemagne où il n'y a pas de seuil, hein, vous pouvez mettre toute votre production alimentaire dans le méthaniseur, ça ne pose aucun problème réglementairement parlant, c'est ce qu'ils font d'ailleurs en Allemagne. Ça, c'est interdit en France, c'est contrôlé et ça a vocation à disparaître, c'est plutôt un support. Par contre, ce qu'on fait en France beaucoup, c'est les cultures intermédiaires à vocation énergétique. Donc ça, il faut faire attention, il ne faut pas confondre avec les cultures principales parce qu'elles sont une confusion. L'idée, c'est de dire, aujourd'hui, un agriculteur, il fait 2 cultures principales par an. Entre ces 2 cultures, il plante ce qu'on appelle des cultures intermédiaires pièges à nitrate. Ça, c'est une obligation européenne. Pour avoir les aides européennes, il est obligé de couvrir ses sols de cultures principales parce qu'on estime que ça évite le ruissellement, parce que ça fait vivre la biodiversité, parce qu'il y a plein d'avantages à faire ce type d'action. L'idée, c'est de dire je remplace ma culture intermédiaire piège à nitrate par de la culture intermédiaire à vocation énergétique. Donc, je plante exactement la même plante, c'est juste que je la fauche quand elle a suffisamment poussé et je la mets dans le méthaniseur. Donc ça, il faut vraiment retenir que la culture intermédiaire, c'est entre 2 cultures principales. Ça ne vient pas gréver le potentiel qu'on donne aux animaux ou aux êtres humains en termes de nourriture, que c'est déjà imposé de toute façon par la réglementation. Donc c'est quelque chose qu'ils faisaient avant, c'est juste qu'ils laissaient pourrir la culture sur le sol. Maintenant, ils la ramassent, ils la mettent dans le méthaniseur. Et ça a des avantages écosystémiques, pareil, que vous retrouvez en détail sur le slide d'après, mais que je ne vous passe pas ici en détail. Tous les avantages écosystémiques, c'est de dire, comme il y a des racines dans le sol, alors qu'avant, c'était laissé nu ou pas toujours très bien cultivé, ça évite l'érosion, ça évite le ruissellement, notamment du nitrate. Ça permet à tout plein de petits animaux de vivre dans cet écosystème et donc d'alimenter aussi le sol. Ça permet de renforcer le stockage carbone du sol parce que les racines vont capter tout ce qui est nutriments du sol et il y a la photosynthèse aussi qui se fait. Donc, il faut vraiment retenir que la culture intermédiaire, c'est de toute façon imposé. Les agriculteurs le font dans tous les cas. C'est juste que là, au lieu de la laisser sur le sol, ils le mettent dans le méthaniseur et ils en retirent un revenu complémentaire et une stabilité du processus. Sur la partie réglementation, ça aussi, c'est une question qu'on nous pose beaucoup. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que les unités de méthanisation ne sont jamais des sites Céveso. Ça, souvent, on nous le demande, ce n'est jamais le cas. Quel que soit le type d'intrant que vous utilisez, quelle que soit la taille du site. En revanche, c'est des sites qui sont soumis à ce qu'on appelle l'ICPE, donc les installations classées pour la protection de l'environnement. Donc, en gros, ce que j'essaie de vous dire par là, c'est que oui, il y a bien un suivi des sites de méthanisation, il y a un suivi amont, il faut déposer un dossier, il faut faire des études de danger, il faut faire des études d'impact sur les sols, sur la biodiversité, il faut respecter des limites en termes de distance aux cours d'eau, aux habitations, aux zones qu'on va juger sensibles comme les tourbières, les marais, etc. Donc, il faut le prouver en amont avant de faire son site qu'on a le respect de toutes ces obligations et c'est contrôlé au cours de la vie du projet. Alors, généralement, les sites en autorisation, qui est le régime, je dirais, extrême de contrôle, c'est contrôlé tous les ans. Sur de la déclaration et de l'enregistrement, vous allez plutôt être sur un contrôle tous les 5 ans. Mais il y a un contrôle et s'il y a un défaut qui est relevé, il y a arrêt du site, donc plus d'injection. Ce qu'il faut comprendre par plus d'injection, c'est plus d'argent pour la vente du biométhane.
Donc, les producteurs, ils sont assez vigilants parce que plus d'argent pour vendre son biométhane. Un, ils ne peuvent pas le stocker sur site. Je vous l'ai dit, il y a très peu de capacité de stockage. Donc, c'est du gaz qu'on va torcher, c'est du gaz perdu. Et deux, c'est un revenu qui ne tombera pas chez eux. Alors, ce qui est important que vous reteniez sur un peu la méthanisation en ordre de grandeur, ça donne quoi? Donc, si vous traitez 10 000 à 15 000 tonnes de déchets par an, encore une fois, ça c'est un peu la taille cible des projets de méthanisation. Ça va vous permettre, alors c'est plutôt pour des productions agricoles, biodéchets. Ça va vous permettre de produire 100 normomètres cubeurs de biométhane et 10 000 tonnes de digestat. Donc, il y a deux choses qu'il faut retenir. Ce qui est important, c'est que vous retirez quasiment autant de digestat, donc d'engrais organiques, que de volume d'intrants que vous mettez dans votre méthaniseur. Pourquoi? Parce que chaque intrant, il a une part minérale et il y a toute la matière organique stable qui va aller dans l'engrais organique et qui ne va pas produire le gaz. Vous êtes sur un ratio quasiment 90% entre le tonnage d'intrants que je mets et le digestat que j'en ressors. Vous produisez aussi 100 normomètres cubeurs de biométhane. 100 normomètres cubeurs de biométhane, ça alimente quand même déjà 1500 maisons. Donc, pour vous donner un ratio, nous, c'est les communes essonniennes. Les communes essonniennes, elles font 1500 habitants en règle générale. Donc, on alimente toute une ville, en fait, avec un méthaniseur, où ça permet de faire rouler 40 bus au bio-GNV, donc bus, bennes à ordures ménagères. Et c'est là où il y a l'économie circulaire qui se fait, c'est-à-dire qu'on utilise nos déchets pour produire du gaz vert et de l'engrais organique. Ce gaz vert permet d'alimenter tous nos usages énergétiques de manière renouvelable et en particulier, par exemple, les bennes à ordures ménagères qui collectent les fameux déchets qu'on est en train de méthaniser. Donc, vous avez un cercle vertueux et une boucle complète de valorisation. Alors, pareil, je ne vais pas vous détailler ça, mais au moins vous avez tout pour vous donner une idée de combien ça coûte une installation de production de biométhane. Alors aujourd'hui, une installation modèle type 10 000 tonnes d'intrants, la première qu'on a vue avec ces dômes bâchés, ça va aussi dépendre du type d'intrant que vous y mettez, mais globalement, retenez que c'est entre 5 à 10 millions d'euros en CAPEX. Donc il y a 5 à 10 millions d'euros d'investissement à amortir. Les OPEX, c'est à peu près un tiers du chiffre d'affaires tous les ans. Donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quand même un coût financier pour un investisseur quel qu'il soit, en particulier quand on pense à la filière agricole. Donc ça, retenez-le, 5 à 10 millions d'euros à peu près d'investissement. Les sites de plus petite taille, ceux que je vous ai montrés, 2500, 3000 m², c'est 4 à 5 millions d'euros en termes d'investissement. Vous voyez, on est en dessous, mais parce qu'aussi, on n'a pas les mêmes optimisations et pas les mêmes empreintes au sol. Du coup, la question, c'est comment le producteur il fait pour amortir tout ça, parce qu'il a quand même dépensé beaucoup. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une installation de méthanisation, aujourd'hui, ça a ce qu'on appelle un tarif d'achat garanti sur 15 ans. Qu'est-ce que c'est un tarif d'achat? Le producteur de biométhane, il va vendre son biométhane à un fournisseur d'énergie et le fournisseur d'énergie va aller le vendre en tant que gaz renouvelable auprès d'un consommateur final pour justement remplir des objectifs type l'ARE ou tout simplement verdir son mix aussi d'offres. Donc, ce contrat d'achat, ce tarif d'achat, c'est un prix fixe garanti pendant 15 ans. Donc, le producteur de biométhane, pendant 15 ans, il a certitude pour chaque mégawattheure de biométhane injecté dans le réseau d'être payé un certain prix. Quoi qu'il se passe au niveau réglementaire, quoi qu'il se passe en termes de prix du gaz naturel sur le marché aussi, c'est des choses qu'on nous demande, peu importe, c'est totalement transparent pour le producteur de biométhane, lui, il sait qu'il vend à un prix fixe. Ce prix fixe, il dépend en fait de la taille de l'installation. Plus votre installation est grosse, moins le prix est élevé parce qu'on estime que vous êtes censé faire des économies d'échelle. Ça dépend du type d'intrant. C'est-à-dire que les intrants agricoles sont moins valorisés financièrement parlant que les biodéchets ou les intrants de station d'épuration parce qu'on estime que l'économie projet autour, comme c'est un peu un agriculteur qui utilise ses propres intrants, il a moins de transport, il a moins de coûts d'achat des matières, etc., etc. Donc, il n'est pas sur les mêmes logiques. Globalement, aujourd'hui, le tarif d'achat du biométhane, c'est une centaine d'euros par mégawattheure. Alors, encore une fois, ça varie. Vous avez des sites qui tombent plutôt à 50 euros, mais en moyenne, c'est 100 euros par mégawattheure. Donc, pour chaque mégawattheure de gaz injecté, le producteur va toucher 100 euros. Et ça, c'est sa recette avec laquelle il amortit ses CAPEX, donc les 5 à 10 millions ou les 4 à 5 millions selon le type de site dont on a parlé juste avant, et ses OPEX. Ce qui veut dire qu'en moyenne, un site, il est amorti aujourd'hui sur 7 à 10 ans, à peu près. Et donc, vous voyez, ça tourne pendant 15 ans. Enfin, en tout cas, il a une garantie d'achat pendant 15 ans. Donc, il a 5 à 8 ans à peu près de marge pour avoir une rentrée d'argent. Peut-être faire des améliorations, notamment parmi les améliorations qu'on voit, il y a le captage du CO2, les panneaux photovoltaïques. On a des producteurs qui mettent des panneaux photovoltaïques, des agriculteurs sur leurs installations qui le payent grâce au biométhane, les éoliennes aussi. Et c'est quoi CAPEX et OPEX?
Alors, CAPEX, c'est les charges en investissement. Donc, ça va être tout ce qui est équipement, payer les DOM qu'on a vus, payer le poste d'injection, payer les tuyaux, parce qu'il y a toute une tuyauterie qu'on ne voit pas. Tout ce qui est OPEX, c'est les coûts de fonctionnement. Donc, ça va être l'électricité dont vous allez avoir besoin pour faire tourner le local. Ça va être les machines, parce que vous avez aussi forcément du carburant, par exemple, pour les machines et le transport d'intrants, etc. Ça va être vraiment toutes les charges d'exploitation sur les 15 ans. Alors ça, je vous l'ai mis sur la partie garantie d'origine parce que je pense que c'est peut-être ce qui est le plus en interface avec vous et avec la partie bâtiment. Donc on l'a vu, on a un producteur de biométhane qui produit du gaz. Son biométhane est acheté par un fournisseur pendant 15 ans à un prix donné. Passé cette vente, le producteur de biométhane, il ne s'intéresse plus à ce qui se passe sur son biométhane. Il sait qu'il part sur le réseau et puis qu'il alimente quelqu'un et des usages. Le fournisseur, lui, va vendre une offre gaz renouvelable à un consommateur final. La différence entre une offre gaz naturel et une offre gaz renouvelable, c'est la garantie d'origine. La garantie d'origine, c'est un PDF, c'est ce qu'il faut retenir, qui vous dit vous avez acheté du biométhane produit par Monsieur Michu, qui utilise des intrants type biodéchets et résidus agricoles, qui est basé sur tel lieu, et vous avez acheté 5 MWh de biométhane. Donc, c'est vraiment le document officiel opposable devant les autorités publiques qui vous permet de dire en tant que consommateur, j'ai bien consommé du gaz vert, j'ai bien verdi mon activité et j'ai respecté toute une série d'obligations. On pense par exemple aux quotas ETS qui sont les quotas CO2. Vous avez parfois des obligations comme ça de réduire votre bilan CO2 en tant qu'entreprise. Donc, la garantie d'origine, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a 2 systèmes de commercialisation. Le système ancien, c'est-à-dire tous les sites qui sont en service aujourd'hui ou qui vont arriver jusqu'à 2023, le fournisseur récupérait la garantie d'origine auprès du producteur de biométhane. Chaque mégawattheure injecté donnait lieu, en fait, au paiement du tarif d'achat par le fournisseur au producteur de biométhane et au don, entre guillemets, de la garantie d'origine du producteur vers le fournisseur. Le fournisseur est recommercialisé sa garantie d'origine au consommateur final. Tous les sites qui vont venir après 2023, c'est l'État qui va récupérer les garanties d'origine. Pourquoi? Parce qu'on estime que le tarif d'achat, il est financé par l'État. Le tarif d'achat, il y a un système de compensation auprès du fournisseur qui est payé par vous et nous, n'importe quel, administré. Et du coup, on estime que c'est l'État qui a le droit de récupérer une petite partie de la production et donc il va récupérer ses garanties d'origine et lui, il va les vendre aux fournisseurs qui ensuite vont les commercialiser auprès des consommateurs finaux. Ce qu'il faut comprendre dans ce nouveau mécanisme, c'est que, ça rajoute un acteur dans la chaîne. Donc, on l'espère que ça fluidiera le marché et que ça permettra justement de réduire le coût des offres gaz vert, qui sont un petit peu plus élevés aujourd'hui que les offres gaz naturel, et que ça permettra du coup de vendre plus facilement aussi ces offres-là. Sur la partie investissement nécessaire, ça se construit comment un petit peu le financement justement d'un projet de méthanisation? Ce qu'il faut avoir en tête, c'est juste les bulles du haut. Le reste, c'est juste des exemples que je vous ai donnés et puis ça vous donne un peu des ratios économiques. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, un porteur de projet, il a l'obligation de mettre 10 à 30% de fonds propres sur son projet. Donc 30%, c'est énorme. Si vous pensez à un agriculteur, typiquement, c'est quand même énorme sur un projet qui coûte 5 millions d'euros. Voilà, faites vite le ratio. C'est quand même pas négligeable d'avoir autant de fonds propres. Sachant que les fonds propres peuvent notamment, et ça c'est des choses qui peuvent peut-être plus faire écho chez vous, être financés avec du financement participatif. Aujourd'hui, on a de plus en plus de sites de production qui s'ouvrent au financement participatif de citoyens, d'entreprises ou de n'importe quel acteur du territoire. Il y a des subventions qui sont données pour les sites de méthanisation qui vont jusqu'à 20%. C'est des subventions de l'ADEME, des subventions de la région, de fonds européens comme le FEDER ou le FEADER pour les parties agricoles, de syndicats d'énergie locaux. Et tout le reste, c'est de l'emprunt bancaire. Donc les 80%, 70 à 80% de ce qui va rester, c'est de l'emprunt bancaire. Donc c'est une dette que va devoir rembourser le producteur de biométhane avec son tarif d'achat, avec les différentes économies qu'il va faire sur son système. C'est juste pour que vous ayez l'idée, donc un projet, ça met combien de temps à se monter? Vous l'avez vu, il y a énormément d'acteurs, il y a énormément de choses à faire, de contrats à signer avec tout à chacun. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un projet de méthanisation, globalement, entre le moment où on dit « Ok, je me lance, j'ai l'idée » et le projet qui est mis en service, vous êtes sur 4 à 6 ans. Donc c'est long. Ça peut paraître très long, même 6 ans pour certains acteurs, notamment du monde agricole. Donc, il faut le savoir, c'est un vrai investissement. Et ce qui est important aussi à retenir, et où les gens n'ont pas toujours cette conscience-là, c'est qu'en fait, jusqu'à l'étape numéro 3, qui est l'étape où vous signez tous vos contrats, vous êtes sûr que vous allez faire votre projet, vous allez injecter, vous allez avoir de l'argent, en fait, sur les 2 premières étapes et demie, vous allez investir la quasi-totalité de votre CAPEX.
parce que vous allez faire les études de danger, parce que vous allez faire des études technico-économiques pour dimensionner votre installation, parce que vous allez conclure des contrats d'approvisionnement, par exemple, avec des industries agroalimentaires, etc., etc. Donc là, vous allez dépenser quasiment tous vos CAPEX. Vous allez choisir vos constructeurs aussi. Et en fait, c'est seulement quand vous avez dépensé quasiment 70% de vos CAPEX que vous savez si votre projet va vraiment voir le jour, que vous signez vos contrats, etc. Donc, ça, c'est quelque chose dont les gens au sens large, dans la collectivité au sens large, n'ont pas forcément conscience. Il y a un vrai investissement des porteurs de projets, ils portent un vrai risque financier et ils le font sans savoir si le projet va se faire. Donc, c'est aussi des vrais auto-entrepreneurs. Et ce qu'il y a derrière, c'est l'idée de dire qu'ils sont toujours hyper enchantés et hyper ouverts à avoir ne serait-ce qu'une toute petite aide. C'est-à-dire qu'avoir ne serait-ce que 10 000 € du financement participatif pour payer une des études, de la part d'un syndicat d'énergie, avoir des citoyens ou des gens du monde d'architecture ou autres qui viennent leur dire nous, on pense que ça peut être une solution de demain. Ça ne vaut pas grand-chose, mais en fait, pour eux, ça vaut beaucoup parce qu'ils sont dans une période de contraction financière où ils ne savent pas trop où ils vont. Et honnêtement, ça peut faire la différence sur des projets. Ça, je ne vous le redis pas, c'est tous ceux qui aident les projets de méthanisation. Vous retrouvez la région, l'ADEME, la préfecture qui les encadre, le financement participatif, comme on l'a dit. Donc, nous, peut-être, avant de vous présenter la dynamique et de clore cette session, nous, qu'est-ce qu'on fait exactement GRDF sur les projets? Vous ayez quand même une idée. Alors, comme l'a dit tout à l'heure, comme on l'a dit en première séquence, nous, on ne gère que la partie distribution du gaz et on est régulé. On a une interdiction formelle d'investir dans les projets de méthanisation. Donc, c'est une grande dame de GRDF, je crois. On n'a pas le droit de mettre de l'argent sur un projet, on n'a pas le droit d'entrer au capital du projet, on n'a pas le droit de produire du biométhane pour nous-mêmes ou pour nos consommations. C'est une interdiction réglementaire, on a juste le droit de transporter la molécule. Donc, ce qu'on fait pour accompagner du mieux qu'on peut, je dirais, l'écosystème biométhane, c'est accompagner les porteurs de projets en réalisant des études de faisabilité réseau. Donc là, on leur dit oui, vous pouvez injecter de telle taille, placez-vous plutôt ici par rapport au réseau. On prend en charge, et c'est vraiment la seule prise en charge financière et elle est minime, une partie des coûts de raccordement. Aujourd'hui, on prend 40% du coût de raccordement à notre charge. On espère 60% demain pour faire un coup de pouce supplémentaire. On fait tout ce qui est appuyé à la communication, à la pédagogie autour du projet. J'en ai parlé, l'intégration paysagère, par exemple, c'est des choses sur lesquelles on accompagne les porteurs de projets avec des guides. On finance parfois des panneaux d'impression 4D qui permet un peu de donner une vision aux gens du site, comment il sera positionné. On fait des visites de site en amont avec les riverains, avec les élus pour leur dire voilà à quoi ça ressemble concrètement. Pas de panique, ça va bien se passer pour tout le monde. Et on les accompagne pendant la vie du projet aussi avec la valorisation notamment de leur projet. L'idée, c'est de continuer les visites, c'est de faire témoigner tous ces acteurs à des événements pour qu'ils parlent de leur expérience, pourquoi ils ont choisi la méthanisation, qu'est-ce que ça a impliqué pour eux et donner à d'autres gens l'envie éventuelle de se lancer. Et après, on n'abandonne pas non plus la collectivité parce qu'on sait très bien qu'accueillir un projet de méthanisation, ça peut être stressant pour des élus puisque vous avez vos administrés qui ne sont pas tous toujours contents ou qui ont beaucoup de questions légitimes pour la plupart. Donc, on essaie aussi d'accompagner les collectivités locales en leur disant, en leur donnant des kits de réponse, en organisant aussi des réunions publiques, en les mettant en relation avec des bons acteurs du territoire qui peuvent soit les rassurer, soit les accompagner sur leur dynamique valorisation des déchets en méthanisation. Donc, on est aussi vecteur d'écosystème et d'animation dans l'écosystème comme ça. Et qu'est-ce qui explique que vous n'ayez pas le droit de produire vous-même? C'est comme vous êtes un réseau, il faut que vous restiez dans votre champ de réseau et de transport de. C'est ça. En fait, le principe, c'est européen, c'est une obligation européenne. À la base, on est, comme on l'a dit, filiale d'Engie, en fait, qui est donc un fournisseur d'énergie, donc qui pour lui achète du biométhane pour le coup et le revend. Avant, on était une seule et grande entreprise qu'on appelait Gaz de France, pour ceux qui s'en souviennent encore. Oui. Et en fait, l'Europe a dit, l'Europe a dit, vous ne pouvez plus produire et fournir et transporter. Vous ne pouvez plus tout faire sur la chaîne, parce qu'en fait, vous êtes en monopole, c'est complètement anticoncurrentiel, vous avez toute la chaîne, vous structurez tout le réseau et vous bloquez un petit peu l'écosystème. Donc, elle a choisi que certaines activités soient concurrentielles, c'est le cas notamment de la fourniture. Nous, on est partiellement concurrentiel parce qu'on est en délégation de service public, donc il y a d'autres acteurs qui peuvent se positionner que nous, mais on reste quand même sur des quasi-monopoles, donc on est régulé et encadré, donc on n'a pas le droit d'aller sur les périmètres des copains ou des voisins. C'est dommage parce que là, dans l'explication qu'on en a, on a l'impression que c'est une énergie qu'on utilisait, dont on ne bénéficiait pas, on laissait les choses, si on veut, pourrir sans capter une énergie qui était ce gaz qui était naturel. Ça paraît étonnant qu'on ne veuille pas qu'une entreprise comme GRDF puisse étendre parce qu'on connaît
l'impact positif que ça a par rapport à d'autres gaz qui sont peut-être moins vertueux. Alors, il y a aussi notre logique derrière, c'est que nous, on est une entreprise régulée, c'est-à-dire qu'on se rémunère sur le tarif. C'est en fait les clients finaux, les consommateurs, tout l'écosystème qui achète le gaz qui fait notre rémunération à nous. Donc, c'est vrai que si on se mettait à investir sur des projets de méthanisation, c'est en fait les consommateurs finaux qui investiraient parce qu'ils nous donneraient l'argent pour investir, ce qui n'est pas le cas d'un fournisseur. Certes, le fournisseur, il revend aussi aux consommateurs, donc il se fait de l'argent sur les consommateurs, mais il a une logique commerciale que nous, on n'a pas. On est vraiment sur un amortissement. On fait autant de dépenses que d'entrées dans une année. En tout cas, on a une obligation de vivre un peu comme une entreprise publique à coût et recettes équivalents. C'est aussi, il y a ça. Mais effectivement, c'est un peu notre épine dans le pied, c'est qu'on aimerait bien investir dans les projets de méthanisation, même à petite échelle, pour donner un coup de pouce, parce qu'on voit c'est quand même conséquent comme investissement, mais malheureusement, ce n'est pas possible aujourd'hui. Après, sait-on jamais demain, perd pas espoir. Là, je ne vous le reprends pas non plus en détail, mais globalement, si un jour vous dites la méthanisation, je ne me souviens plus, c'est quoi, ça sert à quoi, en quoi c'est utile, vous avez tout sur ce slide. Vous lisez ce slide, à mon avis, vous avez fait le tour. Donc là, vous retrouvez, on aime bien ce graphique parce que c'est vraiment, ça vous montre l'économie circulaire. J'ai des déchets, je vais les transformer en gaz. Ça permet d'alimenter toute une commune et en plus, je fais rouler les bus de cette commune ou les bennes à ordures ménagères au gaz. Et en plus, j'ai produit du digestat que je renvoie vers les terres qui vont me permettre de produire à vocation alimentaire, mais aussi d'autres déchets que je vais pouvoir méthaniser. Ça, c'est vraiment un circuit. En termes d'atouts, ce qu'il faut retenir, tout est sur ce slide, c'est que, c'est une énergie renouvelable. Ça, c'est indéniable. On l'a dit tout à l'heure, il a quand même un bilan carbone qui est 5 fois moins important que le gaz naturel. Et ça encore, c'est en ne prenant pas les externalités positives du biométhane. Ce que je veux dire par là, c'est en ne prenant pas en compte du fait que quand vous utilisez de la culture intermédiaire, il y a de la photosynthèse, il y a du captage de CO2, que l'épandage du digestat, ça a aussi des avantages versus utiliser de l'engrais chimique. On estime qu'un digestat, ça permet de réduire de 50% l'achat d'engrais chimiques sur une exploitation. 50% sur une année, c'est quand même pas négligeable. Donc, on peut aller même plus loin dans le bilan carbone, je dirais, du biométhane que 5 fois moins que le gaz naturel. On pourrait monter jusqu'à 10 fois moins que le gaz naturel si on prenait en compte toutes ces externalités. C'est une énergie stockable, donc ça, c'est lié plus au gaz qu'au biométhane, mais c'est de dire le biométhane et le gaz, c'est la même molécule, pas de changement d'équipement, pas de changement de réseau, pas de différence dans la gestion de l'activité. On valorise les déchets qui n'étaient pas valorisés et qui, je dirais, s'ils se dégradaient à l'air libre, émettraient de toute façon du méthane. Là, on le capte et on le réinjecte. C'est toujours mieux que le relâcher à l'atmosphère. C'est aussi économiquement intéressant parce que ça crée de l'emploi. On estime que quand on crée une unité de méthanisation, on a environ 3 à 4 emplois directs qui vont être créés et surtout une dizaine d'emplois indirects. Les emplois indirects, ça va être la maintenance pour le groupe électrogène, ça va être tout ce qui est transport d'intrants. On a des gens qui font rouler les camions, on a des entreprises comme ça qui se développent. C'est aussi économiquement intéressant au niveau national parce que on achète moins de gaz naturel. Donc, on réduit notre balance commerciale quand même, et on sait qu'aujourd'hui, c'est toujours bien de faire des économies même petites. On apporte aussi une valeur économique à des déchets qui n'en avaient pas. Au contraire, on payait pour leur traitement avant, les envoyant en incinération, les envoyant en enfouissement. Là, on ne paie plus et en plus, on en retire de l'argent. Et après, ça a un vrai apport pour l'agriculture parce qu'en fait, que vous ayez ou non un agriculteur dans le projet, il va y avoir du digestat produit, de l'engrais organique, et les premiers rechercheurs, je dirais, de cet engrais organique, ces agriculteurs, pour nourrir leurs terres. Vous leur offrez gratuitement, parce que le digestat, c'est un produit, ce n'est pas un produit justement, c'est un déchet, donc il doit être donné gratuitement aux agriculteurs. Donc, vous leur donnez gratuitement un engrais organique qui est produit à partir d'intrants qu'ils maîtrisent, à la différence d'un engrais chimique où on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière quand même, ou pas toujours. Et si en plus l'agriculteur est dans le projet, là, vous lui donnez un revenu complémentaire, stable sur 15 ans, ce qui est quand même intéressant pour une exploitation agricole en difficulté. Qu'est-ce qui explique qu'on s'interroge sur le biométhane maintenant? C'est parce qu'avant, on avait tellement de gaz naturel et c'était l'abondance, on ne se posait pas trop la question de tirer du gaz de ce type de déchets organiques. Alors, je pense que déjà, il y a l'avancée technologique, c'est-à-dire qu'avant, cette cuve et cette digestion, je dirais qu'on savait que ça existe, puisque ça se fait dans n'importe quel ruminant, mais savoir le synthétiser au sein d'un équipement, ça date quand même de 2011. Vous voyez, en 10 ans, c'est pas mal, je dirais, l'évolution qu'il y a eu. Donc, il y a eu déjà le progrès technique qui a permis de faire ça. Ensuite, je pense qu'il y a quand même quelque chose qu'on ressent tous, c'est que la France, ça reste un pays d'électricité, pas un pays du gaz. Donc, quand on pense transition écologique, on pense plutôt à fin du gaz et conversion en électricité, notamment nucléaire. Je pense qu'il y a ça aussi. Il n'y avait pas de volonté avant, ni de loi, ni d'encadrement politique de tout ça. Et après, je pense qu'il manquait aussi les porteurs de projets. C'est-à-dire qu'on va le voir juste après dans la dynamique sur les 2 derniers slides. Aujourd'hui, 80% des projets sont des projets agricoles.
C'est-à-dire que ceux qui se sont lancés, ceux qui ont cru au biométhane et qui ont eu envie d'y investir, c'est les acteurs agricoles. Et puis peut-être juste rajouter que c'est que depuis 2011 en fait qu'on a le droit d'injecter du biométhane dans les réseaux. Alors en fait avant c'était du biométhane du biogaz en fait qui était produit in situ et qui alimentait de gros cogénérateurs urbains qui produisaient et l'électricité et éventuellement exploiter la chaleur. Mais là c'est que depuis 2011 en fait qu'on a le droit d'injecter le biométhane dans les réseaux et qu'il est même prioritaire en injection qu'en valorisation en cogénération. Et la priorité est due au rendement, justement, de dire qu'effectivement, comme on l'a souligné tout à l'heure, c'était plus intéressant. Alors, un ratio entre la quantité de digestat et la surface. Alors, ça, c'est un peu la question piège, parce que pour le coup, ça dépend un peu aussi de la qualité de votre sol, c'est-à-dire si vous avez déjà une bonne teneur en carbone, si vous allez, par exemple, citer le centre de la France, eux, ils ont des gros problèmes de carbone, donc tu vas avoir besoin de beaucoup de digestat en ratio versus l'Île-de-France. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous êtes sur 10 000 tonnes de digestat produits par an, il vous faut entre 2 et 4 exploitations agricoles pour les pendre, 2 et 4 exploitations agricoles qui vont faire en moyenne 200 hectares chacune, à peu près. Ça vous donne un ratio. Aussi parce que le digestat, vous n'utilisez pas que ça, vous ne l'utilisez pas toute l'année. Ce que je n'ai pas dit aussi, parce que c'était peut-être aller un peu loin dans la technique, mais je pense que vous pouvez le retenir, le digestat, quand il sort, il est composé de minéraux et de carbone, ou matière organique en tout cas. Matière organique. Vous pouvez séparer le digestat en une phase liquide et une phase solide. L'avantage, c'est que dans la phase liquide va aller plutôt la partie minérale, dans la phase solide va aller plutôt la partie organique. Et donc, vous vous retrouvez avec beaucoup de minéral pour nourrir les plantes. Donc ça, c'est ce que vous mettez juste avant de planter votre culture, parce que c'est ce que va manger la plante en priorité pour grandir. Et vous vous retrouvez avec une part plus organique que vous allez mettre entre deux cultures principales pour justement renforcer le stockage carbone de votre sol et permettre à votre prochaine culture d'avoir toujours à manger, un sol riche, etc. Donc, en plus, le digestat, vous pouvez le scinder et l'adapter au moment de l'année où vous avez besoin de nourrir votre terre. Et globalement, le ratio, c'est ça. C'est à peu près 2 à 4 exploitations pour 10 000 tonnes de digestat produits par an. Ce qui est assez facile à trouver. Globalement, souvent, les projets aujourd'hui de méthanisation, ça regroupe déjà 2 ou 4 agriculteurs. Donc, en fait, c'est eux-mêmes, ils l'utilisent pour eux-mêmes. Et s'ils ont du surplus, ils le donnent à la collectivité, à des agriculteurs voisins. Ils font comme ça. Est-ce que ce qu'on voit des fois en campagne, qui est un espèce de grand coussin vert avec la même bâche, c'est des méthanisateurs d'une autre forme? Alors, en fait, si c'est une bâche, je dirais, qui est gonflée, en fait, c'est ce qu'on appelle les réservoirs d'eau. Donc, ça, c'est juste les stocks hydriques des agriculteurs. Par contre, si c'est une cuve, parce que vous pouvez aussi avoir une bâche, et par contre, là, c'est creusé. Là, effectivement, ça, c'est du digestat. C'est liquide. Souvent, ça a un peu la forme de l'huile. C'est noir, mais ça a la même texture que l'huile. Ça, c'est du digestat, ouais, tout à fait. Bon, ce qui est complètement couvert, c'est les réserves hydriques. Et justement, pour finir, pour vous donner un ratio, en 10 ans de développement du biométhane, qu'est-ce qu'on a fait ? Donc, pour vous donner une idée, donc effectivement, les premiers sites d'injection, c'est 2011. Le vrai boom, c'est 2013 quand même, parce qu'on a mis un peu de temps et on s'est tâté avant de se lancer en tant que filière. Aujourd'hui, en 2021, on a quand même 313 sites qui injectent. Donc, vous voyez, c'est quand même, en 10 ans, c'était pas mal. Ce qui représente 5,6 Tera. Pour rappel, la cible étant 40 Tera en 2030. Donc, ça vous donne le gap à franchir. Et comme je vous le disais, 80% d'agricoles, ça, c'est classique. Et en Île-de-France, pour vous donner un peu la photo locale, sur 313 sites, il y en a 26 qui se trouvent en Île-de-France. On a quasi atteint les 400 gigas produits. Donc, pour les 7 TWh qui sont attendus en Île-de-France, je vous le rappelle, et on retrouve la même composante agricole. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 10 ans, la filière, elle a quand même bien produit. Parce que 313 sites, c'est pas rien. Notamment si vous comparez, je pense que l'électrique, ça fait 20 ans à peu près maintenant qu'on fait du PV et de l'éolien. Je ne suis pas sûre que... ils ne sont pas sur les mêmes ratios de production, voire ils sont légèrement en dessous. Et on n'est pas sur le même nombre de sites, donc on a quand même bien produit et ça a bien pris aussi dans les territoires. C'est important de retenir. Et surtout, la dynamique est belle demain. C'est toujours ce qui est le plus intéressant. C'est-à-dire que nous, on a un registre des capacités. Le registre des capacités, c'est une banque de données. En fait, tout producteur qui veut injecter sur le réseau de gaz est obligé de venir voir GRDF ou GRT Gaz pour la partie transport et de dire réservez-moi une place dans votre réseau pour pouvoir injecter. Donc, on sait suivre les évolutions des sites. Et aujourd'hui, on a plus de 1000 sites inscrits. Donc, on le voit, 313 en fonctionnement, 1000 inscrits. On a encore une belle expansion et on a quasiment 30 TWh de réservés dès aujourd'hui.
Donc, pour les 40 qu'on est censé atteindre en 2030, donc on est quand même pas trop mal en termes de trajectoire. Après, ils n'atterrisseront pas tous, hein, c'est certain. Il y a des sites qui ne verront pas le jour. Mais sur les 1000, on a bon espoir qu'il y en ait quelques-uns qui voient le jour. On en a au moins 13 TWh d'assurés sur les 27. On espère qu'on va arriver à contractualiser les 13 restants. J'ai une petite question. Est-ce que 3 agriculteurs pourraient être quasiment en boucle fermés en autonomie, oui, avoir leur propre centrale et quasiment gérer tout avec leur exploitation, la réalimenter? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous expérimentez ça? Ou est-ce que non, vous allez plutôt favoriser l'utilisation du réseau puisque c'est ce qui fait aussi que GRDF puisse exister? Alors en fait, souvent, ce qu'il faut comprendre, c'est que le tarif d'achat, donc le fameux achat du biométhane, pour l'avoir, il faut injecter sur le réseau. Donc déjà, ils sont un petit peu plus incités à injecter sur le réseau qu'à s'amuser à autoconsommer. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que souvent, par exemple, leurs bâtiments, qui vont être effectivement chauffés parfois au gaz, comme ils sont raccordés au réseau, en fait, le fait qu'ils injectent sur le réseau, très vite, ça arrive jusque chez eux et ils sont considérés comme consommateurs de gaz. La seule voie d'autoconsommation qu'on voit aujourd'hui et qui pour nous est intéressante et donc on l'accompagne aussi, c'est l'autoconsommation sur la partie carburant. C'est-à-dire qu'ils mettent une petite station gaz chez eux sur leur exploitation. Ils peuvent notamment alimenter leurs tracteurs avec, parfois des bus ou des cars scolaires qui font des grandes distances en rural. Et donc là, effectivement, c'est de l'autoconsommation, ça ne passera pas par le réseau, mais c'est une petite quantité versus tout ce qu'ils vont injecter. Donc vraiment, ils choisissent l'injection pour des questions économiques et parce que de toute façon, ils sont reliés in fine au réseau. Donc, c'est plus intéressant pour eux d'avoir cette sécurité. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un site biométhane, ça fonctionne à 97% du temps. Vous avez quand même des arrêts pour la maintenance, s'il y a un incident comme n'importe quel site industriel. Donc, c'est quand même mieux d'être accordé au réseau parce que si le biométhane n'est pas là, le gaz naturel prend le relais. Si vous imaginez chauffer votre étable au gaz et que vous n'avez plus de chauffage pendant une semaine, c'est pas top en plein hiver. Donc, il vaut mieux avoir la ressource gaz derrière. Donc, ils préfèrent être accordés au réseau. Et ils le font juste pour ces stations GNV qui sont ad hoc. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait partager avec vous. Merci beaucoup. Je ne sais pas si... Est-ce que vous avez des questions à nous poser, les gens qui sont en ligne, ou est-ce que vous avez déjà posé toutes vos questions dans le chat? Je vois... pour l'instant, pas de réponse. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez interroger les personnes qui sont intervenues. Pardon, je mets la tête dans la caméra. Vous nous dites, si vous n'avez pas de questions, de toute façon, vous pourrez retrouver l'ensemble de l'intervention sur la chaîne YouTube de Bellastock. Tu as des questions? Non, t'as tout capté? Bon, je crois qu'on c'est bon, c'est complet, non? On vous remercie. On va monter un peu la vidéo et vous pourrez la retrouver sur la chaîne YouTube de Bellastock. Voilà, on espère que vous avez appris plein de choses sur le gaz vert. On va travailler avec GRDF pour avoir une petite centrale démonstratrice sur le site du CAP. Merci pour vos commentaires. On va essayer de faire du CAP un lieu qui sera démonstrateur aussi pour parler d'énergie. On se donne rendez-vous en juillet prochain, du 14 au 17 juillet. Le thème, c'est s'outiller, après avoir parlé de s'implanter. S'outiller, c'est aussi les outils et quelle énergie on utilise pour faire marcher les outils de notre école. Donc voilà, on espère que GRDF nous accompagnera encore. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.